Clairement. Clairement, au début, quand j'ai commencé, on m'a dit c'est un métier de l'ombre qui doit rester dans l'ombre. Et pourquoi? Pourquoi ça doit rester dans l'ombre? C'est un sujet qui concerne tout le monde et il n'y a rien à cacher. Tu aseptises ton défunt, donc tu le désinfectes, hein, tu le laves si nécessaire. Ensuite, tu vas faire ta recherche artérielle. Là, c'est pour ponctionner les liquides biologiques, dont le sang. C'est-à-dire que tu retires tout? On va retirer le sang pour le remplacer par une solution de conservation. Oh à base de donc ça veut dire que formol. dans les veines, il coule une solution de conservation. Et ben voilà, en fait, si tu veux... Tout le corps, des pieds à la tête. Oui, ces gens-là, en général, ils t'oublient pas. Moi, au début de ma carrière, donc, qui a commencé il y a 10 ans, il y a des gens, j'ai enterré leur bébé. Ces gens-là, encore, quand je les vois, tu vois, il n'y a pas d'échange. Mais il y a un regard qui veut tout dire, tu vois. Après, quand j'étais étudiant, j'ai fait un soin avec ma maître de stage sur un enfant de 7 ans. J'ai fait récemment une petite de 12 ans. C'est... T'as pas. Heureusement que c'est pas souvent, quoi. Ah, mais moi, clairement, de toute façon, j'ai dit, hein, j'ai trop ça, trop souvent, j'arrête, quoi. Bonjour Michael. Bonjour. Je ne suis pas un défunt. Pas encore. Non, pas encore, et j'espère le plus tard possible. Michael, t'es thanatopracteur et t'es connu sur les réseaux sociaux sous le nom de thanatochanteur. Tout à fait. T'es un thanatochanteur, c'est quoi un thanatochanteur? Un thanatochanteur, c'est un thanato avec une petite pointe de folie, voilà, qui fait du chant, de l'humour, qui... On est humain, c'est tout. Bah bien sûr. Tu m'expliqueras, tu nous expliqueras à ma communauté et moi-même si le fait d'injecter de la chanson comme ça dans ton métier, parce que thanatopracteur, c'est le fait d'embellir les morts, hein, on est d'accord. Hein. Tu travailles quelque part sur le corps des morts pour qu'ils soient présentables à leur famille, c'est ça? C'est ça, voilà, pour ralentir la décomposition, ralentir la thanatomorphose précisément. Ah bah merci pour la précision. Mais tu chantes parfois aux morts que tu Je mets de la musique, oui, je chante, je fredonne, j'ai de la musique dans la pièce, ouais. Autant rendre le moment plus agréable. Eh ben je te propose de me montrer tes talents de chanteur dans un premier temps. Oh là 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 là, tu veux que je te chante quoi, l'Ave Maria? Ah, pourquoi pas? Moi je fais du lyrique, hein. C'est très... Dis donc, au perché, la voix. Ouais, je chante dans les églises et tout, j'adore. Mais après, j'écoute de tout, hein. Je chante pas forcément que... J'adore Céline, j'adore, voilà, hein, tu sais. Si vous vous demandez à quoi ressemble la journée de Michael, thanatochanteur, thanatopracteur, je vous propose de regarder un extrait d'une de ses stories. Viens avec moi et découvre ce qu'est une journée dans un funérarium. Le camion est prêt, on va pouvoir partir en cérémonie. Pendant la cérémonie, on attend, ce qui me laisse le temps de faire un petit shooting photo. Il est 12h15, avant d'aller manger, je vais capitonner ces cercueils. Vous le savez maintenant, je le fais souvent en live, ça me laisse le temps aussi comme ça de répondre à vos questions. Donc c'est parti, on capitonne. Il est 13h30 et donc maintenant je pars au crématorium. Je viens de rentrer du crématorium, maintenant je vais faire un soin de conservation. Le soin est terminé, j'ai installé le défunt dans le salon, la famille va pouvoir venir se recueillir. Pour moi, la journée est terminée, je n'ai plus qu'à nettoyer le laboratoire, désinfecter mes instruments. Alors au départ, tu voulais être pilote d'hélicoptère. Ouais, rien à voir avec le cursus thanato. Je voulais être pilote d'hélicoptère, j'ai la passion dès que je vois un hélicoptère, je cours dehors, etc. Rien à voir, mais j'ai commencé par ce cursus. Donc j'ai fait, du coup, il faut passer par la gendarmerie parce que être pilote, c'est très très cher. C'est vraiment, les heures de vol sont chères. Ah, c'est pour ça que tu es passé par la gendarmerie. Et oui, donc en fait, tu passes par l'armée, etc. pour faire ça. Tous les gens viennent de ce cursus-là, en fait, hein, en général. Hein. Il y en a très peu qui ont les moyens de se payer les formations dans le cadre privé comme ça. Donc j'ai passé un concours de gendarme que j'ai eu. Simplement, ils m'ont ajourné pour mon asthme. Voilà, je faisais de l'asthme à l'époque. Donc ils m'ont ajourné, ils m'ont mis 1 an d'ajournement. J'ai commencé à faire ce qu'ils m'avaient demandé, donc exploration pulmonaire, un suivi avec un pneumologue. Et en fait, j'ai passé un test d'entrée dans une école de thanatopraxie. Et j'ai été pris, donc je suis parti sur ce truc-là. Et quand ils m'ont rappelé, j'ai dit, bon, bah tant pis, je suis parti sur ma deuxième option. Mais c'est une vocation, thanatopracteur? Pour moi, oui. Moi, à partir de 15 ans, 14-15 ans, j'ai été très attiré par ce côté-là. Je voyais un animal mort, je disais à ma mère, tiens, tu crois qu'il est décédé de quoi, etc. Normalement, on peut le voir, il y a des signes et tout, c'est un peu médecin légiste et tout. Mais je ne me serais pas vu faire 10 ans d'études de médecine, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a attiré au départ vers la mort quand tu étais adolescent? Eh bien, ça, je ne sais pas. Je voulais travailler avec des défunts. Ça, c'était sûr. Tu le savais? Ouais.
Ouais, ouais, ça c'est un truc qui me bottait, ça m'avait avec des défunts. Et médecin légiste, ça m'aurait plu, mais médecin légiste, c'est pas qu'avec des défunts. Les gens, ils font souvent la confusion due au film, mais ils travaillent simplement en parallèle de la justice. Mais ils peuvent tout à fait recevoir une femme battue, Oui. une personne qui a été agressée, voilà. Tout, tu te fais agresser dans la rue, toi c'est un légiste qui va constater tes blessures, etc. Donc il faut une psychologie de dingue là. C'est-à-dire que moi, en tant qu'homme, je me serais clairement pas vu une femme qui vient d'être abusée, il faut qu'elle se déshabille et tout. Non. Clairement pas, tu peux pas. Tu vois, moi, je n'avais pas la psychologie pour ça. Je voulais travailler avec des défunts. Et la thanatopraxie, c'est ce qui a le mieux vraiment pour travailler sur le côté anatomique, parce que c'est très anatomique. Hein. Il faut connaître vraiment son anatomie, tu as un cursus là-dessus. Et c'était le mieux vraiment pour vraiment travailler sur le côté avec le défunt, travailler sur l'anatomie, sur le côté scientifique de la chose, c'était la meilleure des options. Qu'est-ce qui t'attirait concrètement dans le fait d'avoir un défunt, une personne morte, inanimée, en face de toi? Le côté atypique déjà, moi j'aime rien faire comme tout le monde, donc et le rendu avant-après, tout ça, ça a réellement une utilité. C'est vraiment un métier utile, donc je me suis dit, je veux un métier où je sers à quelque chose. Je me serais pas vu faire quelque... Il y a des gens qui le font, et c'est très bien, qui restent 40 ans à faire des choses qui sont utiles en soi, mais voilà, moi non, il me fallait quelque chose de... Et c'était, pour moi, ça a été... La question se posait pas en fait. Est-ce que jeune déjà, tu avais été en relation avec des défunts? Non. T'avais vu des défunts? Non, j'ai jamais aimé les films d'horreur, j'ai jamais vu de défunts, j'ai jamais... Mais je sais pas pourquoi. Il y a eu un truc avec ça qui m'est venu jeune, je voulais travailler avec des défunts, ça avait été une idée, j'en avais parlé, j'avais lu quelques magazines et tout là-dessus. Et donc je connaissais déjà la thanatopraxie, et je me suis un peu penché dessus, vraiment, arrivé à 15-16 ans. Et après, quand mon concours gendarme, ça s'est mal goupillé, j'ai dit, bon, allez, hop, je me suis reposé des questions. J'ai vu une amie décédée qui avait été bien préparée, mais sa coiffure n'était pas la même, et ça change tout, une coiffure. Et je me suis dit, waouh, je me suis replongé là-dedans, j'ai vu qu'il y avait des écoles, j'ai fait un test d'entrée dans une école, j'ai été pris. Et... C'est marrant ce que tu dis. Tu dis, j'ai vu une amie décédée et je me suis aperçu que sa coiffure n'était pas la coiffure qu'elle avait l'habitude de se faire. Et oui, et donc ça change tout. C'est marrant que toi, tu vois ce détail-là. Un détail peut-être qui a été vu par ses proches aussi. Je pense que ça a été vu par ses proches, mais moi, ça m'avait interpellé. Il y avait, c'était pas... Et une coiffure, ça change tout. C'est pour ça que moi, je demande aux familles, vu que je suis en contact avec les familles, je demande la coiffure. Droite, gauche, etc. Ça peut tout changer, une coiffure. Tu demandes des photos? Si les gens ont des photos, oui, c'est bien. Mais sinon, ne serait-ce que les explications. Vu que moi, je suis aussi en contact avec la famille, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de thanatopracteurs, j'ai une fiche que je remplis avant le soin où je demande, par exemple, s'il y a un pacemaker, dentier, puisque le dentier, ça peut tout changer sur la morphologie, tu vois. Donc dentier, les lunettes, pareil, les lunettes, une personne qui a des lunettes de vue tous les jours, si tu lui mets pas ses lunettes, tu la reconnais pas. Et donc ça fait partie des détails qu'on demande en effet pour que le défunt soit à l'identique de son vivant, parce qu'on les connaît pas, nous les gens. Tu vois, tu parlais de la psychologie à avoir quand on est médecin légiste, mais il y a forcément une forme de psychologie à avoir quand on est thanatopracteur en lien avec les familles. Ah ben oui, oui. Parce que toi, tu vois des gens dévastés tous les jours. Clairement. Pas tous les jours, mais tu en vois. Il y a des gens, si tu veux, ils ont le ratio parce que c'est papy-mamie qui sont décédés. Bon, c'est un petit peu une délivrance, elle souffrait, etc. Même si c'est compliqué, mais il y a des gens, oui, il y a des cas compliqués. C'est-à-dire que tu vois les gens, pour la plupart, dans le pire moment de leur vie. Ben, c'est quand tu fais un enfant, par exemple. C'est pas dans l'ordre des choses. Tu n'es pas censé perdre un enfant. Donc, des parents qui perdent un enfant, c'est des gens aussi. Ils sont vides, quoi. Comment ne pas perdre une forme d'humanité quand on a l'habitude de faire tout le temps la même chose? Justement, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Si demain, ton boulot n'est qu'une formalité, ou un défunt n'est qu'un défunt, il faut changer. Le jour où tu n'as plus d'empathie, tu fais plus ce métier. Voilà. Si le jour où ton défunt n'est pour toi plus qu'un défunt, mais c'est un mort, voilà. Et où les familles, bon, c'est des familles endeuillées, c'est bon, on connaît, il faut changer de métier. Parce qu'il faut de l'empathie pour faire ce métier, pour le faire correctement, il faut de l'empathie. Tu vois, il faut aimer les gens. Tu sais que les thanatopracteurs, indirectement, même si souvent ils ne voient pas les familles, le travail qu'ils font sur le défunt, il est apprécié par qui? Pas par le défunt. Tout le monde mérite de partir dignement. Tu vois, même moi, une personne qui est classée indigente, qui n'a pas de famille, je ne peux pas m'empêcher de la cosmétiser, de la coiffer, etc. Voilà, parce que tout le monde mérite de partir dignement. Mais c'est apprécié par la famille. Donc indirectement, même un thanato,
même si on va dire, oh, c'est des gens solitaires, etc., ils n'ont pas d'âme, ils travaillent avec des morts. Ben si, parce que leur travail est apprécié par qui? Ils se dévouent pour les vivants, pour le travail du deuil des familles, justement. Oui, parce qu'on entend généralement, c'est un thanatopracteur, une personne qui est en lien avec les morts, c'est parce qu'il fuit le vivant, il n'aime pas les vivants. C'est ça, ils sont insociables, etc. Mais pas du tout, pas du tout. C'est pas des gens avides de tout sentiment. Au contraire, il faut la passion pour faire ce métier. Il faut énormément d'empathie. Parce que tu sais que ton travail va être apprécié vraiment par des vivants. Et c'est ça, en fait. Quelles sont les étapes? Comment ça se passe ton métier? À quel moment tu as le défunt, la personne morte, en face de toi? Est-ce qu'avant tu as d'autres étapes? Est-ce que tu vois la famille avant, après? C'est quoi le cycle? Eh bien, alors, vu que moi je suis dans des pompes funèbres et c'est quand même rare qu'un thanatopracteur. En général, les thanatopracteurs sont indépendants. Ils travaillent, ils vont juste faire les soins dans les funérariums et ils se déplacent de funérarium en funérarium. D'accord. Moi, je suis vraiment polyvalent. Donc, vu que je suis aussi conseiller, je reçois aussi les familles, etc. En général, on voit les familles dès le début, puisqu'il faut leur faire signer un pouvoir. Voilà. Comme quoi, ils te délèguent pouvoir pour pouvoir aux obsèques, en fait. Et puis, faire les demandes pour les transports aussi, pour aller prendre en charge les défunts dans les hôpitaux, dans les EHPAD, sur des lieux d'accident, etc. Donc, il faut bien qu'ils nous signent, tu vois, quelque chose. Donc, on les voit à ce moment-là. Ensuite, on rapatrie le défunt le plus vite possible au funérarium. Moi, après, je les raccompagne une fois que le soin est fait, le soin ou la toilette, tu vois, pour bien expliquer ce que j'ai fait, etc. Donc, tu expliques toutes les étapes de ce que tu fais sur le proche. Moi, je suis transparent. C'est ce que je fais sur les réseaux, donc ça, c'est controversé, je sais. Certains produits funéraires, c'est pas bien ce qu'il fait. C'est-à-dire, ils n'aiment pas le fait que tu le montres? Clairement. Clairement, au début, quand j'ai commencé, on m'a dit c'est un métier de l'ombre qui doit rester dans l'ombre. Et pourquoi? Pourquoi ça doit rester dans l'ombre? C'est un sujet qui concerne tout le monde et il n'y a rien à cacher. Il n'y a clairement rien à cacher. Mais tu montres pas les défunts. Je montre pas les défunts, mais j'explique. J'ai Bud, mon squelette, qui m'a aidé pour mes études, qui maintenant aide les gens à comprendre, qui sert de défunt. Des fois, c'est des amis qui font les défunts, voilà, pour imager. Mais tu peux tout expliquer sans montrer de défunt, mais moi, je montre tout dans le funérarium. Il n'y a rien à cacher. Et les gens, ils ont un côté mystique sur le funérarium, sur la mort. Donc d'abord, tu reçois les familles. Oui. Ok. J'imagine que dans la plupart des cas, tu es face à des familles qui sont donc dévastées, on le disait. C'est compliqué quand même. Comment tu gères ça? Comment tu leur parles? Est-ce qu'il y a une part de psychologie que tu dois faire ou tu dois quand même être, pardon, mais un peu brut de décoffrage et de dire, bon ben voilà, moi je vais faire ça, il va se passer ça, je vous le rends à tel moment? Et les deux. Les deux. Tu vois, j'ai eu le cas récemment d'un jeune, bon, voilà, qui s'est donné la mort. Donc là, c'est compliqué. Tu as une famille qui est dévastée, c'est soudain, c'est une personne jeune, tu as une maman en face de toi, tu vois. Tu sais qu'il faut que tu lui dises qu'elle ne pourra pas le voir, s'il n'est pas visible. Mais il va falloir quand même que tu lui expliques le cheminement. Et on n'a pas le temps, tu vois. Tu pleures avec, parfois? Là, ça a été compliqué. Le jour de la crémation, ça a été compliqué. Moi, je vois des parents couchés sur un cercueil. Tu vois, à ce moment-là, tu regardes en l'air, tu te dis, Mika, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là, tu vois? Après, tu sais que tu as fait ton travail et tout, mais voilà, il faut leur expliquer quand même. C'est vrai que c'est des gens endeuillés, mais tu n'as pas de temps à perdre. Tu vois, là, pour le coup, il fallait partir à l'IML et tout, donc l'Institut médico-légal. Il faut que tu leur expliques. Il va aller à l'IML, on ne sait pas combien de temps il va y rester, puisqu'on est tributaire d'eux. Quand ça sera fini, on pourra le rapatrier auprès de nous, mais pour le moment, on ne sait pas. Donc, il faut leur expliquer, si tu veux, quoi. Il faut leur expliquer le cheminement. Parce qu'il y a quand même des choses à faire, quoi. Il y a un délai légal pour tout organiser. Tu as conscience, Michael, d'être donc, pour beaucoup de familles, beaucoup de proches, la personne, la dernière personne qui fait le lien avec leur défunt. Et la personne qu'ils garderont en tête, en fait, peut-être pour le restant de leur vie. Ah mais oui. Et ils te raconteront dans leurs histoires, dans leurs anecdotes. Ils riront peut-être en racontant à des petits-enfants certaines séquences, parce que parfois, il y a de l'humour aussi en lien avec la mort. Il y a de l'humour. Oui, des fois, il y a des bons moments, mais oui, ces gens-là, en général, ils ne t'oublient pas. Moi, au début de ma carrière, donc, qui a commencé il y a 10 ans, il y a des gens, j'ai enterré leur bébé. Ces gens-là, encore, quand je les vois, tu vois, il n'y a pas d'échange, mais il y a un regard qui veut tout dire, tu vois. Et je les croise des fois parce qu'on est du même secteur, donc ça m'arrive de les croiser. Et tu vois, il y a un regard, mais qui veut tout dire, tu vois. Ils savent qui je suis. Ils savent ce que j'ai fait pour eux. Donc tu as conscience d'avoir ce rôle particulier, décisif aussi dans la vie d'une personne. Oh ben oui. Il y a des gens qu'on rencontre, on les oubliera. Toi, beaucoup ne t'oublieront jamais. Ben parce que c'est ça. Tu es la personne, ils ont en tête ce que tu as fait pour eux, ce que tu as fait pour le défunt et tout. Donc oui, clairement. Clairement, je pense que tu marques les esprits et dans le bon sens, tu vois. Donc toi, tu vois le défunt avant la famille quand même? Oui, bah ça dépend. Si c'est la famille qui fait la découverte, il le voit, tu vois, ça dépend comment c'est fait. Si c'est à l'hôpital, il ne le voit pas nécessairement. Des fois, il est transféré directement au service mortuaire et nous, on le prend en charge là-bas.
Ça dépend. Il y a des familles qui ne veulent pas du tout voir le défunt tant qu'il n'a pas été préparé. C'est un peu au bon vouloir des familles, quoi. Comment se passe ta première réaction, ton premier état d'esprit, tes premiers ressentis face au corps mort que tu vas découvrir, à cette nouvelle personne que tu vas découvrir? Tout dépend. Si c'est une personne âgée, bon, bah, c'est un peu dans l'ordre des choses, tu relativises, tu vois. Récemment, on m'a appelé pour un cas particulier où on savait que c'était quelque chose de violent, une personne jeune. T'appréhendes, tu vois, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais découvrir? C'est ton métier, tu te dis, qu'est-ce que je vais découvrir? Et tu sais que la suite derrière, le cheminement derrière, il va être totalement différent. Quels sont les cas où tu appréhendes le plus? Bah, tu vois, récemment, j'ai eu mon amie Déborah. D'ailleurs, je voulais lui dédier cette interview. Elle était étudiante en thanatopraxie. C'était une amie à moi, donc elle avait la passion de la thanatopraxie aussi. Elle est décédée. Là, t'appréhendes parce que tu l'as connue. Elle avait quel âge? 31 ans. Elle est décédée. Je peux te demander comment? On ne sait pas. On n'a pas su dans son sommeil. Il n'y a pas eu d'éléments. L'autopsie n'a rien donné. Mais elle avait des antécédents? Non. Non. Elle est morte subitement? Voilà. Ça arrive. Hein. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est pas juste une phrase qui est dite comme ça. C'est pas juste une phrase qui est dite comme ça. Et là, t'appréhendes forcément, parce que c'est ton amie, parce qu'elle est jeune, parce que tu sais que derrière, il y a une famille. Moi, c'est sa famille qui m'a contacté pour me demander de m'en occuper. C'est-à-dire que c'est le premier cas, c'est la première fois où tu as dû embaumer, embellir, t'occuper d'un corps d'une personne que tu connaissais? Non, ça m'est arrivé aussi il y a 1 an. Une personne, pareil, avec qui j'avais grandi. On avait grandi dans la même rue, etc. Et quand sa sœur m'a demandé de m'en occuper, tu peux pas dire non. Donc, tu as cette appréhension parce que tu connais la personne, mais tu te dis que c'est toi qui vas le faire, donc tu vas faire les choses bien. Tu sais que ça va aussi apaiser le travail du deuil de la famille parce qu'ils seront contents, pas contents, ils seront rassurés que ce soit toi qui le fasses parce qu'ils te connaissent, tu vois. Et ça marche un peu pour tout. Si demain tu veux confier quelque chose à un proche et que tu sais que c'est un proche, tu auras peut-être plus confiance des fois, tu vois. Donc ça les rassure. Donc tu peux pas dire non. C'est difficile de dire non. Moi, pour Déborah, sa sœur m'a contacté, j'ai dit la question ne se pose pas. Oui, elle m'a dit, elle aurait aimé que ce soit toi, vous aviez la passion commune de la thanatopraxie, tu dis oui, voilà. Et ça a été pareil pour Thomas, quand sa sœur m'a demandé, j'ai dit oui. Et comment se passe de façon générale la première rencontre? Quand tu rentres dans une pièce, tu es tout seul? Oui, c'est dans des laboratoires. Tu es dans un laboratoire, il y a des cellules réfrigérées, c'est un peu comme dans les films, tu sais, tu as des casiers, tu as ton défunt dessus. Après, tu te dis toujours dans quel état tu vas le trouver, mais quand c'est un proche, c'est un peu différent quand même. C'est jamais anodin. Et c'est toi qui déplaces le corps pour le mettre sur une table en particulier? C'est ça, voilà. En fait, il est sur une espèce de table, tu la tires sur un espèce de chariot élévateur avec des rails, tu l'immobilises et puis après, tu peux la lever à hauteur et tu fais ton soin dessus, en fait. Et comment se passent les soins? Quelles sont les étapes? J'imagine que ça change en fonction de la mort, voilà. Mais de façon générale, dans la majeure partie des cas, quelles sont les étapes que tu vas suivre? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, en général, déjà, donc si on prend un cas général, en premier lieu, tu identifies ton défunt. C'est obligatoire. Les défunts ont des bracelets d'identification pour être bien sûr que tu fais le soin à la bonne personne, puisque tu ne les connais pas. Voilà. Tu identifies ton défunt, tu vas aseptiser ton défunt, tu vas grosso modo le désinfecter. Voilà, donc tu ouvres ta housse, tu désinfectes le défunt, tu le laves si c'est nécessaire. T'as des hauts le cœur parfois? Non. Non, moi j'y crains pas, donc en plus on a des masques, c'est obligatoire. Ah, il y a des odeurs? Oui. Ah bah bien sûr, ça peut arriver. Ça sent quoi? Ça dépend. S'il y a eu de la matière fécale ou quoi au caisse dans la couche, bah ça sent ni plus ni moins que de la matière fécale, voilà. Mais des fois, il y a des défunts qui sont en état de thanatomorphose un peu avancé au bout de quelques jours et ça sent fort. Ben oui, je me suis toujours demandé, mais c'est normal de se poser des questions face à quelque chose qu'on ne connaît pas. Je me suis demandé, un corps sans vie, est-ce qu'il a une odeur? Au début, non. Dans la majeure partie du temps, c'est des gens qui sortent d'EHPAD ou des hôpitaux. C'est-à-dire directement, ils ont des toilettes là-bas. Et puis, c'est des gens qui sont quand même entretenus dans ces lieux, tu vois. Donc, voilà. Après, oui, c'est sûr qu'une découverte tardive, en plein été, je te laisse imaginer. Voilà, tout dépend des circonstances, encore une fois. Si c'est une personne un papy qui fait une crise cardiaque dans son potager en plein hiver, bon, même si tu le retrouves 2 jours après, ça peut aller. Si par contre, à contrario, c'est en plein été, voilà, la chaleur active la prolifération des bactéries. Donc là, oui, ça peut clairement te sortir de la pièce. J'ai été chercher des corps qui t'embaumaient des immeubles complets. Tu n'étais même pas rentré dans le hall du bas, et c'est d'ailleurs comme ça que les voisins ont décelé. Tiens, le monsieur du haut, à mon avis, il est décédé, il n'a pas de famille, mais parce que ça t'embaumait tout l'immeuble, quoi. Donc tu aseptises? Voilà, tu aseptises ton défunt, donc tu le désinfectes, hein, tu le laves si nécessaire. Ensuite, tu vas faire ta recherche artérielle.
C'est-à-dire qu'on injecte dans le système artériel, on ponctionne dans le système veineux. C'est une boucle, hein. Tu sais, c'est ton schéma rouge et bleu. Ouais, ouais, SVT en 4e. Oui. T'étais dissipé, toi, non? Non, ça me traumatisait. Ah mince. Donc, tu ponctionnes dans le sang bleu, t'injectes dans le système rouge, ça fait une boucle, voilà. Donc, tu fais ta recherche artérielle, tu sors ton artère, tu extériorises ton artère, voilà. Tu fais ta ponction cardiaque, on ponctionne directement au cœur, on fait un petit trou en dessous du sternum. Ponctionner, ça veut dire quoi? Bon, enfin... Ponctionner, c'est pour ponctionner les liquides biologiques, dont le sang. C'est-à-dire que tu retires tout? On va retirer le sang pour le remplacer par une solution de conservation. Oh à base de donc ça veut dire que formol. dans les veines, il coule une solution de conservation. Et ben voilà, en fait, si tu veux... Tout le corps, des pieds à la tête. Ben voilà, le but c'est vraiment de... On passe par le système cardiovasculaire pour traiter l'intégralité du corps. Rien de mieux que ça. C'est-à-dire que tu te coupes le bout du doigt, tu saignes. Tu te coupes le bout du doigt de pied, tu saignes, oui. tu as du sang partout. Mais il faut combien de litres? En général, on injecte 5 litres. 5 litres, des fois tu en injectes un peu plus, 7. Et ça dépend des défunts. Donc, ça dépend de la corpulence, ça dépend de si le défunt n'a pas d'artère bouchée, si tout passe bien. Tu masses bien le défunt pour chasser les lividités, donc c'est les accumulations de sang. Tu les masses? Ah oui, tu masses beaucoup les défunts. En fait, pour chasser les lividités, donc le sang qui s'accumule dans les capillaires, tu masses pour chasser ce sang et qu'il soit remplacé par la solution de conservation. Tu vois les parties intimes? Eh bien oui. Tu vois les sexes? Oui. Oh, ça c'est particulier. Alors tu les caches. Tu les caches, c'est-à-dire que si tu laves le défunt, inévitablement, il est nu. Mais directement, dès que tu as fini, tu le sèches, bam, tu mets ta serviette sur les parties intimes. Beaucoup de thanatos, directement, dès qu'ils ont fini de les laver, ils mettent directement le sous-vêtement. Tu vois, ou la protection. Pourquoi? Par éthique, parce que laisser un défunt comme ça, les parties à l'air. Pareil, il y a beaucoup de funérariums où les défunts sont jamais mis en cellule réfrigérée. S'ils sont pas habillés, ils ont toujours un drap ou quoi au caisse par-dessus. Tu les couvres un peu, tu vois. Tu laisses pas une personne comme ça nue. Éthiquement, moi, je connaissais un peu partout, quoi. Tu vois, tu caches les parties intimes. Ok, donc une fois que tu as mis tes 5 à 7 litres de liquide de conservation, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la désinfection des cavités, donc tu désinfectes la bouche, qui est une source de bactéries énorme. Le nez, les yeux, tu désinfectes tout ça. Tu fais ta ponction, tu as fini ton méchage, etc. Une fois que tu as fini, tu vas aller ponctionner, du coup, la partie abdominale. Tu pars du même trou en fait. C'est vraiment, on dit que c'est invasif, oui, c'est allé, mais tu as un seul trou de ponction où avec ton trocar, tu vas partir dans la partie thoracique, puis dans la partie abdominale. Voilà. Ensuite, tu injectes une solution dans la partie abdominale aussi. Voilà. Tu fermes ton petit trou, tu vas faire ta ligature de bouche, ton méchage d'abord. C'est quoi ça? Le méchage, tu mets du coton, tu sais, dans les orifices, pour éviter que les liquides biologiques que tu n'aurais pas aspirés ressortent. D'accord. Pour éviter que tu aies du sang, du liquide gastrique, tout un tas de choses, tu vois. Donc tu vas boucher ces orifices et ensuite tu fais ta ligature de bouche. Tu fermes la bouche. Enfin, tu fermes, mais ligaturer pour moi c'est les fils? Non, alors c'est avec un fil, mais en fait c'est la mandibule que tu immobilises. La mandibule, c'est l'os que tu as là. Ah oui, sinon la bouche s'ouvre. Voilà. Automatiquement. Quasiment. Donc tu l'immobilises en position fermée. Hop, tu joins les dents. Et puis dès qu'elle est fermée, naturellement, les lèvres restent accolées. En fait, c'est vraiment sur la mandibule qu'on travaille, sur cet os. C'est pas sur les lèvres. Les lèvres, elles sont, si tu ouvres les lèvres d'un défunt comme ça, tu verras ses dents en dessous, un peu de crème hydratante, parce qu'on met toujours de la crème hydratante. Mais les corps sont froids. Oui. Alors à température ambiante. C'est l'avantage aussi d'un soin. Un soin de conservation, le défunt va être placé dans un salon à température ambiante, peut-être à 20 degrés, là où un corps qui n'a pas eu de soin sera sur une table réfrigérée, qui elle va être à 3-4 degrés, voire à limite, elle va geler. Et là, le défunt, directement, tu as vraiment un choc parce que de toi, ta température au défunt qui, lui, est à 3 ou 4 degrés, toi, vraiment, il va te paraître glacial. Alors qu'à température ambiante, c'est déjà mieux. Et donc, pareil, l'avantage du soin, c'est que ça va moins traumatiser les familles, déjà. Tu n'as pas ce côté glacé. Donc, une fois que tu as fait tout ça, une fois que tu as tout enlevé, que tu as mis les liquides, que tu as ligaturé, quelles sont les autres étapes? Est-ce que tu passes à l'embellissement? Et bien là, tu passes à l'embellissement. En fait, un soin de conservation d'1 heure, le maquillage, c'est 10 minutes, clairement. Les gens, ils pensent, ah oui, toi, t'es thanato, ouais, tu maquilles les morts. Ouais, alors, c'est plus compliqué que ça. Je ne me suis pas tapé des études à la fac de médecine pour, tu vois, ou pas. Ah oui, mais il faut maîtriser les smokey eyes, il faut maîtriser... Eh bien, sincèrement, une fois que tu as fait un bon soin, que le soin est bien passé, sachant que le produit qu'on injecte est coloré, justement, pour reteinter un peu les tissus, pour donner une mine plus allée, tu vois, des fois, tu n'as pas grand-chose à faire. Tu n'as pas grand-chose à faire. Sur un corps qui n'a pas eu de soin, là, il y a du travail. Mais tu peux avoir des familles qui te disent, voilà, elle adorait se mettre le noir aux yeux, l'eyeliner, le contour de bouche, tu le respectes? Bien sûr. Le but, c'est qu'ils retrouvent la défunte comme ils l'ont connue. C'est ça, le but. Donc, s'ils nous demandent ça, on le fait.
Et mieux encore, on demande son maquillage à elle. Parce que rien de mieux que d'utiliser son make-up à elle. C'est comme le parfum. Si on a le parfum de la défunte, c'est une dame qui met le même parfum depuis 20 ans. Si tu le colles à notre parfum, ça peut être bizarre pour la famille. Oui, donc en fait, toi, tu permets aux familles de revoir leur être cher qui a disparu, qui est décédé, exactement comme s'il l'avait quitté la veille, mais inanimé. Voilà, on fait au mieux. Alors après, ça dépend des attentes des familles. Parce que tu vois, comme tu dis la veille, des fois, il y a des gens qui ont été malades. Il y a des gens qui ont été malades, que la maladie les a emportés, ils ont beaucoup maigri et tout. Et donc, il y a des familles, ça peut les traumatiser. C'est pour ça que c'est important d'avoir le retour du conseiller funéraire qui va palper l'attente de la famille. Il y a des gens, ils veulent le revoir comme avant la maladie. Parce que la maladie, pour eux, ils ne veulent pas le revoir comme ils l'ont vu la veille. Parce que la veille, ils l'ont vu à l'hôpital, très très maigre et tout. Donc à ce moment-là, tu vas essayer de redonner du volume avec du coton. Tu vas vraiment embellir le teint, tu vois, tu vas vraiment faire un truc. Et il y en a par contre... Eh ben, si tu fais ça, ils vont pas les reconnaître. Parce qu'en fait, papy ou mamie ou papa, maman ont traîné la maladie pendant des années et ça faisait trop longtemps qu'ils ne l'avaient pas vu comme ça. Donc, ils vont être choqués si d'un coup, ils le voient trop pomponné. Donc, eux, ils veulent le revoir comme hier. Un peu pas malade, mais voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir les attentes de la famille pour pas faire quelque chose que la famille ne voudrait pas et que la famille ne soit pas comblée, en fait, si tu veux. Donc en fait, il faut être un peu médecin, beaucoup médecin légiste, maquilleur, coiffeur, styliste. Il faut être multicasquette quand même, il faut faire pas mal de choses. Alors médecin, psychologue. Non, mais psychologue, oui. Psychologue, quand tu es conseiller funéraire, oui, clairement. Mais il faut connaître, c'est un concours, hein, la thanatopraxie, c'est compliqué quand même. Hein. C'est un cursus, c'est compliqué, c'est un diplôme dispensé par le ministère de la Santé, c'est pas rien, voilà, il y a un concours, tu as une partie, donc médecine si tu veux. Tu as de la médecine légale, de l'anatomie, de l'histologie, de la microbiologie. Donc oui, c'est quand même assez poussé. Mais si tu veux, c'est un petit peu comme un cursus. Ça correspondrait à un cursus un peu infirmier, tu vois. Et donc les cheveux, tu mets du gel si l'homme avait l'habitude de se mettre du gel. Moi, je mets de la laque. En général, je coiffe à l'eau, un peu de laque. Je suis pas très gel, mais on s'adapte. Tu fais des brushings? Alors moi, je fais pas. Mais si vraiment on me demanderait, je ferais. Mais moi, pour le moment, on m'a jamais demandé. On m'a demandé un petit peu de rebomber, si tu veux, des mèches devant ou quoi, ok, des trucs, voilà. Après, moi, la coiffure, je suis pas très coiffeur. Cosmétique, je gère. Coiffure, je suis pas des plus... Mais je fais au mieux. Donc là, tu viens de nous expliquer les étapes de façon factuelle, du soin jusqu'à l'embellissement. Moi, j'aimerais te parler du rapport, du contact, du partage. Ça peut paraître bizarre peut-être ce que je dis, mais c'est une vraie question que je veux te poser. Non, mais est-ce que tu partages quelque chose avec le défunt? Est-ce qu'il y a un lien qui se crée? Est-ce que... je vais m'arrêter là et je te pose la suite de mes questions. Non, t'inquiète. Un lien qui se crée, oui et non. Parce que avant, quand je voyais pas les familles, c'était différent. En fait, je pense qu'il y a un lien qui se crée aussi parce que je suis en contact avec les familles, si tu veux. Donc les familles, elles te racontent l'histoire de la personne. Tu as son vécu, tu vois, tu as tout un tas de choses. Donc indirectement, tu travailles. Moi, je travaille sur des défunts. Indirectement, je connais un peu leur vécu parce que les familles, elles se confient. Elles te parlent un peu et tout. Donc forcément, ça change la donne. Sinon, quand tu es thanato, bon, tu as un défunt, tu fais au maximum pour lui, mais moi, j'avais moins de liens avant que je vois les familles. C'est vraiment les familles qui font la différence, si tu veux. Avant, je faisais mon travail très très bien aussi, mais c'était différent. Si tu veux, c'est une personne inanimée qui ne te parle pas, tu sais rien de lui, si tu veux. Donc, Ouais, mais c'est une enveloppe humaine, c'est une enveloppe corporelle. Quelqu'un qui a vécu. Est-ce que parfois tu leur parles? Oui, ça m'arrive. Quand ils m'enquiquinent, ouais. Des fois, il y a des défunts qui sont plus compliqués que d'autres, où tu as des mauvais retours, tu n'arrives pas à ponctionner, où le fluide s'injecte très mal, il faut injecter dans plusieurs artères, etc. Moi, je leur dis, mamie, on avait dit gentil avec le thanato, on avait dit gentil. Tu vois, je fais des petites... Ou alors, des fois, il y a la musique qui se coupe, ça passe à autre chose. Alors, tu vois, je dis, ah, c'est nul, ça. On change, allez, on change. Tu vois, mais juste des petites pour détendre l'atmosphère. Je ne fais pas de conversation avec eux. Mais au début, je le faisais beaucoup. Quand j'étais au tout début de ma carrière, je me retrouvais seul avec les manches, j'étais là. Bon, mon petit monsieur, oui, c'est vos habits, bon, on va vous habiller et tout. Je sais pas, ça me dédramatise un peu. Ouais, ça te rassurait aussi. Maintenant, moins, mais si, des fois, ça m'arrive, voilà. Ou le bonjour du matin. Quand je vais vérifier dans les salons si tout va bien, si le matin, j'arrive, je vais dans les salons, voir si les défunts n'ont pas eu d'évolution physique, parce que les soins de conservation, ça fonctionne très bien, mais c'est comme toute science, c'est pas exact. C'est éphémère aussi. Voilà, donc je vais vérifier, puis c'est pas rare que je leur dis bonjour. Tu vois. Bonjour, le week-end, c'était comment, tu vois. Ah, vous avez eu des fleurs, hein. Il y a eu des fleurs qui ont été livrées, ou il y a eu de la visite. Je vais te poser une question peut-être qui va te sembler débile, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir l'impression
qu'un défunt essaie de rentrer en contact avec toi? Non. Non, écoute, j'ai fait le premier, c'est bien que tu me poses la question, j'ai fait mon premier cauchemar par rapport à un défunt, alors que j'ai commencé ma carrière quand même à 18 ans, tu vois. J'ai arrêté entre-temps, j'ai eu des gros problèmes, mais j'ai commencé ma carrière à 18 ans, j'ai jamais fait de cauchemar par rapport à mes défunts, et j'ai fait le premier, là, il y a 2 semaines. C'est pas vrai. Ouais. C'est un défunt qui te parlait? Il me parlait pas, je rêvais que j'ouvrais la housse et il sortait d'un coup de la housse, Oula. tu vois. Et puis je me suis réveillé et voilà. Mais parce que c'était un cas très complexe, c'était un jeune, à mort assez violente et tout, et ça m'a beaucoup... de voir la famille, de voir tout ça, ça m'a, tu vois, il y a eu trop, Ça t'a travaillé. clairement. Clairement, clairement, ouais. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de... C'est pas des suspicions, mais il y a beaucoup de mystères autour de la mort chez beaucoup d'humains. Et je pense que c'est normal, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Il n'y a personne qui peut véritablement nous dire ce qui se passe après ou s'il se passe quelque chose. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui pensent qu'un mort peut communiquer, qu'un défunt peut communiquer. C'est un peu irrationnel peut-être, mais est-ce que toi, tu as eu l'impression, est-ce que tu as déjà vu quelque chose d'étrange, de bizarre, ou entendu des sons, des bruits, ou est-ce que tu as eu l'impression qu'un mort se mettait à bouger? Non, j'ai rien eu de tout ça. Au début de ma carrière, pour être honnête, j'en parle pas souvent, au début de ma carrière, j'avais des fois l'impression que j'avais un collègue derrière moi, tu vois. C'est-à-dire, comme si tu as l'impression que tu es avec quelqu'un, bam, tu te retournes et tout, bah non, bah tu vois. Mais ça me l'a fait les 6 premiers mois, quoi. Là, non, sincèrement, j'ai pas de... Alors après, moi, je sais pas que je suis pas ouvert à tout ça, mais je fais abstraction de tout ça. Quand j'ai commencé ma carrière, moi, on m'a dit, toutes ces choses-là, il faut faire très attention, parce que tu peux ruiner ta carrière avec ça. Le mysticisme. Voilà, si tu rentres dans des trucs comme ça, il faut faire très attention. On travaille avec des morts, on travaille dans un milieu particulier. Donc si tu rentres dans des choses comme ça, il faut faire attention, parce qu'il y en a, ils ont ruiné leur carrière comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont partis dans des délires de communication, etc. Et ça leur remonte à la tête, et voilà. Donc, si tu veux, moi, je fais abstraction de tout ça. La seule chose que je me dis, c'est si vraiment si vraiment ils nous voient, s'il y a des âmes, ils voient que je fais les choses bien et bah, peut-être qu'au contraire, ils vont m'aider dans ma vie. Tu vois. Mais tu te dis, ça se fait pendant que je suis en train de lui faire le soin, il est en train de me regarder. Ben, ouais, mais ça ne me dramatise pas. Je me dis que peut-être même ces gens, ils m'aident. C'est comment dans ton métier, les personnes qui sautent la vie? De plus en plus. De plus en plus, tu le vois? De plus en plus. On voit clairement qu'il y a un mal-être, je pense. Mais c'est des personnes qui sont plutôt âgées, plutôt jeunes? De tout. C'est ça le pire. De tout. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Moi, quand j'ai commencé à 18 ans, ça arrivait. Mais là, maintenant, et quand j'en parle avec mes confrères, c'est récurrent. Je pense qu'il y a un gros souci, ouais. Je ne sais pas si c'est le fait que dès que tu mets la télé, t'es que du négatif, que je sais pas. Mais ouais, Et tu t'es déjà occupé d'enfants, de très jeunes? oui. C'est ouais. la même chose? C'est différent. Alors, en dessous de 5 ans, un enfant en dessous de 5 ans, tu fais pas de soins de conservation. C'est très rare parce que c'est un acte invasif. Le système cardiovasculaire est très petit, donc les veines, les artères, tout ça, c'est très petit, c'est difficile à exploiter. Donc, en général, tu vas faire une bonne toilette, voilà, en dessous de 5 ans. Après, quand j'étais étudiant, j'ai fait un soin avec ma maître de stage sur un enfant de 7 ans. J'ai fait récemment une petite de 12 ans. C'est... T'as pas. Heureusement que c'est pas souvent, quoi. Mm. Ah, mais moi, clairement, de toute façon, j'ai dit, hein, j'ai trop ça, trop souvent, j'arrête, quoi. Et est-ce qu'il y a des corps qui sont plus mutilés parfois par Oui. la mort que d'autres? Oui. Et comment tu les embellis, ceux-là? Des fois, tu peux pas. Des fois, tu peux pas. Ça a été le cas, tu vois, de mon petit jeune il y a 15 jours, qui n'était pas visible. Mais à contrario, il est parti habillé. Hein. Moi, j'ai dit aux parents, vous nous donnez une tenue, parce que, bon, la tête n'était pas visible, mais le reste était intègre. Donc, moi, j'ai dit... Il y en a qui se seraient clairement pas enquiquinés, je le sais. Il y en a, c'est les défunts sont pas visibles, cellule réfrigérée, cercueil, l'histoire est close. Et donc les proches ne le voient plus jamais? Voilà, mais moi non, moi je peux pas, tu vois. La seule chose que tu peux faire dans un moment comme ça, pour cette famille, c'est que tu te dis, attends, je vais essayer de la rassurer, tu vois. T'as une maman en face de toi, t'as un papa, tu te dis, bon, amenez-moi une tenue. Hein. On va pas le jeter dans une boîte comme ça, comme un malpropre. On va l'habiller, on va le dorloter, tu vois. Et là, la maman, elle te dit, tu vois, elle pleure, elle te dit, prenez-en soin, s'il vous plaît, tu vois. Et tu dis oui, je vais le faire, tu vois.
Et je l'ai fait. Et il est parti, tu vois, avec ma collègue, on l'a habillé, on l'a entièrement lavé, on l'a douché, tu vois. Il n'était pas visible, mais il est parti dans un cercueil quand même avec un capiton, avec un beau costume et tout. Et c'est normal. Il n'était pas visible, mais toi, tu les vois en tant que Oui. thanatopracteur. Et donc, j'imagine qu'il y a des fois où c'est plus dur que d'autres, quand même. Quelques années, j'ai fait une jeune fille qui a été, je ne sais pas si on peut dire le mot, qui s'est fait tuer. Oui, on Ouais. peut. Qui était pas présentable, du moins pas le visage. Tu vois, pareil. Elle a été habillée. Là, la famille voulait quand même la voir, quand même voir le corps. Et oui, si tu as une famille qui te dit, mais je m'en fous qu'elle soit pas visible, je veux la voir. Et ben, c'est compliqué. Disons qu'il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas voir. Donc là, encore une fois, il faut que tu aies la psychologie pour expliquer les choses intelligemment à la famille. Une famille peut tout comprendre si tu argumentes correctement. Voilà. Il y en a qui ont insisté, qui ont fait. Tu vois, une fois en live, j'avais ma meilleure amie qui modérait d'ailleurs, hein, et il y en avait une qui disait oui, moi je voudrais pas qu'on m'interdise et tout. Il y a une fille qui a commenté. On avait épinglé le commentaire, elle a dit bah moi j'ai fait ça aussi pour mon frère. J'ai insisté, je l'ai vu. Bah, elle a dit je me rappellerai jamais. C'est le plus grand traumatisme de toute ma vie, quoi. J'aurais dû écouter les gens qui me conseillaient de ne pas voir. Tu vois. Après, il y a des alternatives. Tu vois, la jeune fille que j'ai fait, moi, le visage n'était pas présentable, mais par contre, le corps, elle avait été habillée avec des vêtements choisis par la famille. Ils ont pu voir le corps quand même, tu vois. Les mains, une petite partie du menton. Et donc, je me dis que déjà, ils ont pu se reposer là-dessus, tu vois. T'essaies de faire au maximum, mais voilà, il y en a qui peuvent insister. Je sais qu'il y a des confrères, ils font signer des décharges. Ok, nous, on vous a dit qu'il fallait pas. Vous signez une décharge, vous voulez voir, vous y allez. Et c'est vrai qu'il y a des défunts qui émettent encore des sons, des bruits. J'ai jamais, moi, écouté. Avec les gaz, oui, apparemment, Oui, voilà. il peut y avoir avec le travail des gaz, des corps qui gonflent, etc. Mais moi, j'ai jamais rien écouté de tout ça. Et toi, toi-même, t'es passé à côté de la mort. Oui, ouais. Il y a 10 ans, ça fera 10 ans bientôt, là. Ouais, il y a 10 ans, alors que tu faisais une sleeve pour perdre du C'est poids. ça, j'ai été opéré pour maigrir, donc j'ai fait une sleeve. C'était nécessaire. Enfin, pour toi. C'était nécessaire. Il y a toujours une alternative, hein. Bien sûr que ça a été la solution de facilité. Faut reconnaître dans la vie que oui, ça a été une solution de facilité. J'arrivais pas à maigrir, je me suis dit ok, je vais me faire opérer et j'ai pas choisi le bon professionnel, voilà. Et s'en est suivi 2 ans de galère horrible où je suis passé de obèse à dénutri. Je suis passé de 127 kilos à 58 kilos en 7 mois. Bref, je vomissais tout ce que je mangeais et tout, et j'étais en nutrition parentérale. J'avais un cathé central avec une petite pompe et des poches, tu sais, en permanence et tout. Et en fait, eh ben, ce cathé central s'est infecté. Donc j'ai chopé un staphylocoque doré, j'ai fait une septicémie, choc septique, tu te vois mourir, quoi. Tu te vois mourir. C'est horrible, je le souhaite pas à mon pire ennemi, ça. Comment ça va aujourd'hui? Ça va. Ça va, il y a des hauts et des bas, parce que du coup, suite à ça, on a dû m'enlever totalement l'estomac. On m'a fait une gastrectomie, et donc, eh ben, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments Comment tu vis sans estomac? tu vis bien, il y a des choses que tu peux pas manger. Des fois, je fais de l'anémie, donc tu es complémenté, par contre, tu vois. Il y a plein de choses que je tolère pas qui peuvent me rendre malade. Je suis complémenté, il y a des moments où ça va, des moments où ça va moins bien. C'est pour ça que des fois, il y a des moments où je suis très actif sur les réseaux, des moments où je le suis pas, parce que j'ai aussi mon boulot derrière, et voilà. Mais sincèrement, ça va. Moi, je tire du positif de chaque situation. Tu sais, j'en parle pas spécialement sur les réseaux, parce que je suis pas là pour apitoyer les gens. Je l'ai fait une fois avec Origine, le média en ligne Origine. Parce que je me suis dit, si des gens peuvent voir mon histoire et que ça peut faire de la prévention, parce que l'obésité touche beaucoup de personnes, et la chirurgie bariatrique, donc qui est la chirurgie de l'obésité, n'est pas un coup de baguette magique. C'était vraiment ça que je voulais montrer. Je l'ai fait une fois. Maintenant, j'en parle pas spécialement. J'en ai fait une force, voilà. Mais il y en a, une fois, on m'a fait une réflexion comme ça. Oui, je pense que tu as cette aisance, tu parles comme ça de la mort avec cette liberté parce que tu n'as pas dû côtoyer la mort à titre personnel. Bah, ma chérie, détrompe-toi. Parce que tu vois, j'ai eu des proches qui sont décédés, j'ai failli décéder, je côtoie la mort tous les jours, mais j'en tire du positif. Et t'as peur de la mort aujourd'hui? Je veux pas aller frapper à sa porte. J'ai pas envie d'aller lui rire au nez. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, je fais du quad. Là, j'en ai plus, mais encore un an, j'avais un quad. Je m'équipe et je me pose des limites. Tu vois. Je pense que il faut pas avoir peur de la mort, mais il faut avoir conscience qu'elle existe. C'est-à-dire que le mec qui aime bien faire le foufou un peu en voiture, il va arriver à un virage, s'il a un peu peur de mourir, tu vois, qui se dit, ou qui se dit merde, il va peut-être ralentir. Le mec qui en a pas peur, qui bistouflade, il va peut-être le passer un peu trop vite et il va pas le passer, et tu vois. Donc en fait, je pense qu'il faut avoir conscience qu'elle est là, qu'elle peut toucher tout le monde. J'ai pas envie d'aller frapper à sa porte, donc j'essaie d'avoir une vie saine et tout, mais je fais pas une fixette dessus, parce que quoi qu'il arrive, tu peux avoir la meilleure des vies et mourir demain. Je peux traverser la route et me faire faucher, voilà. Mais voilà, il faut être conscient que la mort elle existe
et en tirer du positif. Voilà. Tu penses parfois à ta propre mort? Tu te mets à la place du défunt parfois en te disant un jour c'est peut-être... Ça sera Enfin c'est peut-être... Ben, bien On y sûr. passe tous ou pas par cette case-là du thanatopracteur? En France, quasiment. C'est-à-dire que si tu n'as pas de soins, tu auras au moins une toilette, qui souvent est fait par des thanatopracteurs, des fois par des conseillers, mais c'est quand même rare. Donc oui, puis maintenant, quasiment 7 à 8 défunts sur 10 ont des soins de conservation. Donc que tu sois crématisé ou inhumé, il y a des soins de conservation. Donc on y passe tous. Hein. Crématisé, cercueil. Crématisé, quoi qu'il arrive, il y a le cercueil pour tout le monde. Crématisé, tu as un cercueil, mais tu es brûlé. Et inhumé, tu as un cercueil, mais tu es inhumé. Ah oui, c'est ça, c'est-à-dire Voilà. que tu es dans un cimetière. Voilà. Mais les soins de conservation ont quand même leur importance. Beaucoup de gens entendent dans soins de conservation à long terme. Non, pas du tout. C'est un procédé à court terme. Le but, c'est que la personne, le défunt, reste intègre, qu'il n'y ait pas d'évolution physique, qu'il ne soit pas pathogène, donc qu'il ne soit pas rempli de bactéries ou quoi, pendant le recueillement de la famille. Dès le moment que le défunt est inhumé, il faut que la décomposition reprenne, il faut que la thanatomorphose reprenne. Parce que sinon, il n'y aurait plus de place dans les cimetières. Il n'y a aucun intérêt de rester comme une momie, comme ça. Il n'y a pas d'intérêt. Oui, mais il y a des conservations qui durent. La taxidermie. Alors, pour les animaux. Oui, la taxidermie, ouais, c'est différent. Mais bon, là, c'est pour des animaux. Mais nous, dans les cimetières, quel est l'intérêt que tu sois intègre dans ta boîte comme ça pendant 100 ans? Oui, mais ça pourrait exister pour les humains, la taxidermie? Je pense pas. Je pense pas. La taxidermie, en fait, il faut savoir que c'est que la peau de l'animal qui récupère. Et la peau des animaux est différente de la nôtre parce qu'ils ont beaucoup de poils. Donc, en fait, si tu veux, ils arrivent à décoller, un peu comme le cuir chevelu, tu vois. Le cuir chevelu, on peut le décoller et on a les cheveux par-dessus et on a une épaisseur de peau. Mais nous, notre peau, on pourrait pas la décoller comme ça, tu vois. En fait, la taxidermie, c'est vraiment l'enveloppe de la peau et des poils mise sur un moule, en fait, c'est tout. Hein. Vraiment, c'est ce que les gens ne savent pas. Non, nous, on ne pourrait pas. Après, il y avait la momification. Mais là, on n'a plus l'aspect intègre du corps. La momification, vraiment, on retire des organes, on va excérébrer le cerveau, on enlève le cerveau, etc. Parce que c'est tout ça qui fait que ça s'abîme à l'intérieur. Tu vois? Donc, moi, je pense que ça serait compliqué. On pourrait faire des très bons soins de conservation, mais qui dureraient pas non plus ad vitam aeternam. C'est important. En quoi c'est important pour toi de communiquer justement sur ton métier, sur la thanatopraxie? La thanatopraxie, ouais, c'est important parce que ça touche tout le monde. Parce que, donc au début, je te dis, je me suis fait taper sur les doigts, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas? C'est un sujet, trouve quelqu'un de nos jours qui parle d'un sujet qui concerne tout le monde. Tu vas sur les réseaux, tu as de tout et de rien, mais là, tu as un sujet qui concerne tout le monde, parce qu'on va tous y passer, on est tous égaux face à la mort. La seule justice, c'est ça. On est tous égaux. Donc, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Il n'y a rien à cacher. Alors oui, c'est un acte de chirurgie post-mortem, la thanatopraxie, on travaille sur le corps, etc. Mais il n'y a rien de plus violent que certaines opérations. Hein. Moi, j'ai fait un stage où j'ai vu qu'on enlève les dents de sagesse ou les rhinoplasties. Bah, je te garantis que c'est violent. C'est violent. Donc, au bout d'un moment, il y a rien de... On fait rien de tout ça et ça a un intérêt, surtout. Donc, tout le monde a le droit de savoir. Tout le monde a le droit de savoir ce qui se passe derrière les portes d'un funérarium. C'est mystifié, les funérariums, depuis à peu près une trentaine d'années. Avant, les défunts, on les veillait chez nous, si tu veux. On les veillait chez nous, toi, tu étais petit, papy décédé, on te disait, bon, papy décédé, on t'amenait dans le salon, tu voyais papy décédé, tu te rendais compte qu'il n'y avait rien de ouf, et puis voilà. Donc, tu grandissais avec ça. Maintenant, il y a eu le développement des funérariums, c'est une très bonne chose pour nous, professionnels du funéraire, parce qu'on a des laboratoires pour travailler, on travaille dans de meilleures conditions, dans vraiment du matériel adapté, etc. C'est beaucoup mieux, mais par contre, c'est l'endroit de la mort. Et donc, en fait, ces 20-30 dernières années, ça a éloigné les gens des morts. Tu vois, il y a 40-50 ans, tu en parlais beaucoup plus librement. Maintenant, tu as l'endroit de la mort où tu ne sais pas ce qui s'y passe, tu connais peu de personnes qui y travaillent et tu as des mythes. Et alors là, c'est le mythe de la connerie où on entend on vole les dents, on brise les os, on coupe les pieds pour qu'ils passent dans le cercueil et tralala et tralala. Et ben moi, je dis, mais les gars, il n'y a pas de souci. Moi, je fais des lives tous les midis. Tiens, tu veux visiter le funérarium? Regarde. Il n'y a rien de dramatique. Wow, c'est des vrais laboratoires, on se croirait chez un dentiste. Ben non, mais oui, c'est pas parce que c'est des morts qu'on travaille comme des bouchers. Oui, bien sûr, c'est réglementé. Voilà, il faut en parler, il faut être transparent. Il y a beaucoup de projets qui arrivent pour toi. Beaucoup de projets, ouais. Beaucoup de projets. Je ne pensais pas que les réseaux m'ouvriraient, tu vois, des portes comme ça. Donc un peu de télé, là. Ça devrait être diffusé bientôt. Un livre
Un livre, je ne m'attendais pas du tout à ça et on m'a proposé, j'y avais pensé, mais je me suis dit bon. Et un livre, pareil, basé sur le funéraire, sur mon approche à moi du funéraire. Vraiment le côté, parce que j'en parle avec des contractions, tu vois, moi je suis venu en parler habillé comme je m'habille tous les jours. Il n'y a pas lieu que je vienne ici en costard-cravate, habillé comme un croque-mort, ou vêtu de noir comme Mercredi Adams pour parler de la mort. Il faut arrêter les clichés. Et donc voilà, un livre au top et un stand-up. Un stand-up? Un stand-up. Un stand-up parce que je fais aussi des vidéos humoristiques. Voilà. Bah oui, j'ai vu. Voilà, moi, c'est ma chaîne. Tu me vois en Caroline Ingalls, tu me vois en princesse Disney Vaiana. Et puis après, à côté de ça, c'est ce que les gens disent, et à côté de ça, tu nous apprends des trucs sur la mort. Oui, Disney, j'aurais pas cru, tiens, au vu des tatouages. Donc voilà, un stand-up. Un stand-up basé sur ça, avec les anecdotes du funéraire, tourné un petit peu en dérision. Voilà. Pour montrer aussi qu'on peut rire de tout. C'est pas du tout un manque de respect par rapport aux défunts, c'est justement ironiser sur des situations même auxquelles les familles ont pu rigoler des fois, tu vois. Donc il y a vraiment et voilà, je vois pas pourquoi on mélangerait pas les deux. Donc tu souhaites arrêter d'invisibiliser la mort? Tout à fait, parce qu'il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu, il n'y a vraiment pas lieu. Il n'y a rien de dramatique, ça concerne tout le monde, on va tous y passer, tout le monde est éligible à savoir ce qu'on va lui faire quand il sera décédé quand même. Et donc, moi, j'en parle en toute transparence. N'en déplaise à certains. Je vais pas faire des jolis rêves cette nuit. Mais t'inquiète. Alors, je sourirai en pensant à toi parce que tu es franchement hyper sympathique et ça doit être, comme tu dis, rassurant de voir confier un proche à une personnalité, à une personne comme toi, tu vois, un professionnel comme toi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de mystique, c'est quelque chose qui fait peur parfois et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Je pense que tu l'as vu au travers même de mes réactions. Tu vois, quand tu parles, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais tu as raison. On devrait savoir ce qui va nous arriver. Mais oui, il faut en parler librement. Et les gens n'en parlent pas assez librement. D'ailleurs, souvent, on se retrouve avec des familles. Ça, c'est une grosse problématique. Moi, j'invite les gens, je vous le dis, les amis, mais réellement, communiquez avec vos proches sur leur volonté. Ça ne se fait plus. Et il n'y a pas besoin de faire un testament pour ses volontés. Tu peux faire une lettre testamentaire. Toi, ce soir, tu rentres chez toi. Non, mais... Tu prends 2 amis, tu fais ta petite lettre testamentaire devant eux, ils signent en bas en tant que témoin, et c'est bon. Tu vois? Ça suffit pour... Ça marche pas pour le pécunier, mais ça marche pour tes volontés. Nous, on se retrouve face à des gens qui, des fois, ils arrivent, ils viennent enterrer leurs parents. Ils savent pas. Inhumation, crémation, je sais pas. Oh, ah bon? Soins de conservation, pas de soins de conservation? Je sais pas. Ah non, mais toi, tu t'es cru au spa. Tu vois ou pas? Ils savent pas. Ils savent pas parce qu'ils n'ont jamais communiqué de ça avec leurs parents. Il ne faut pas parler de ça tous les dimanches à table, mais c'est bien de savoir ce que ses proches veulent, parce que c'est double peine. Là, on se retrouve face à des gens qui se disent « Mince, ça se trouve, je vais l'inhumer, il aurait préféré être brûlé, que je disperse ses cendres dans un endroit qu'il aimait. Merde. Et ça se trouve, je vais l'enterrer dans un cimetière, ouais, il n'aurait pas voulu. Qu'est-ce que je fais? Alors déjà, tu viens de perdre un proche, et en plus, tu te dis que ça se trouve, tu vas aller l'enfouir dans un trou où il n'aurait jamais voulu être, il aurait préféré être dispersé dans la mer, tu vois. Donc, il faut en parler avec ses proches. Voilà. On demande une fois à ses proches, tiens papa, qu'est-ce que tu veux faire si un jour ça arrive? Maman, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux faire ça. On se le note, on le met dans un endroit de confiance, on le sait, finito pipo. Merci Mickaël. De rien. J'ai appris plein de choses. Voilà. Vraiment, j'ai appris plein de choses. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Un moment super, merci à toi. En compagnie de ma communauté et moi-même. Mickaël, sacrée personnalité, hein. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte TikTok, c'est Thanato Chanteur. Tout à fait. Bah oui, parce que tu mixes le chant et la thanatopraxie. Voilà, et l'humour et tout. Et l'humour et tout, comme tu dis. Merci Mickaël. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité des réseaux. Toujours des confidences en toute intimité et n'oubliez pas de... Tu m'as fait oublier ce que je dis d'habitude. Désolé. Je sais même plus comment je conclue mes interviews, je te jure, voilà, ça m'a complètement... Ah ouais, parce que moi je suis très sensible, tu vois, tout ça. C'est un exercice pour moi de faire ce que là j'ai fait avec toi pendant 45 minutes. Bah oui. Tu vois, regarde. Ça se trouve, ça te libérera un petit peu plus et tu ouvriras un petit peu plus le sujet en famille ou quoi au caisse et ça te libérera d'un poids peut-être. Parce que je suis très sensible et je tombe dans les pommes en plus facilement. Ah mince, je te réanimerai. N'oubliez pas de dire à vos proches que vous les aimez. Voilà comment je conclue. Tout à fait. Mes interviews. Allez, la vie à est bientôt. courte. Bye bye.